Bonjour à tous. Pour cet épisode, aux joies, on va parler physique quantique. Cette science est aujourd'hui sujette à de nombreux fantasmes à cause de mauvaises vulgarisations qui sont plus proches du sensationnalisme que de la science et qui laissent à penser qu'on ne la comprend pas, qu'elle permettrait la téléportation ou encore qu'on penserait de façon quantique. Même les charlatans s'en emparent, profitant de son côté mystérieux et de l'ignorance du grand public pour tenter d'expliquer, en saupoudrant le tout de quelques termes scientifiques, des médecines alternatives dont on est étrangement incapable de démontrer le moindre effet et qui n'ont aucune logique, même suivant la physique quantique. Alors qu'au final, la physique quantique, c'est loin d'être fun et elle est très bien maîtrisée et a bien sa place dans notre quotidien. L'existence d'isolants et de conducteurs électriques, le fonctionnement d'une télécommande, la transparence du verre ou même simplement regarder cette vidéo, tout ça, ça trouve son origine dans la physique quantique. Ce qui va nous intéresser pour les matériaux, c'est la théorie des bandes, qui explique notamment l'origine de certaines propriétés électriques et optiques. Et pour en parler, on va commencer en déconstruisant l'image classique qu'on se fait de l'atome. Il est fort probable que le terme atome vous fasse penser à ça, un noyau chargé positivement, autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. Dans les cours de physique de l'enseignement secondaire, on va le présenter sous cette forme mise à plat qu'on appelle l'atome de Bohr, du nom du physicien qui l'a proposé. De telles représentations de l'atome laissent à penser que les électrons sont comme des planètes orbitant autour du Soleil, mais rien n'est moins vrai. L'avènement de la physique quantique a mis en lumière un comportement très différent. Les électrons ne sont pas des billes qui suivent de belles orbites autour du noyau, mais plutôt un nuage électronique qui occupe un certain volume autour du noyau qu'on appelle des orbitales. Ce modèle est le modèle de Schrödinger. Si vous vous êtes déjà intéressé à la physique quantique, c'est un nom qui vous est familier et qui évoquera chez certains un chat dans une boîte. Mais ce nom est avant tout celui d'un grand physicien, Erwin Schrödinger, qui est à l'origine d'une équation célèbre qui porte son nom, l'équation de Schrödinger, qui est un des piliers majeurs de la physique quantique. N'ayez pas peur, on ne va pas faire de maths, on va juste se contenter des résultats. Sa résolution, bien que pas évidente à faire, met en exergue des choses sinon déroutantes, au moins étranges, comme cette notion d'orbital qui implique que les électrons d'un atome sont des nuages qui ont une certaine probabilité d'occuper ce volume qu'est l'orbital et dont la forme est déterminée par l'équation. Et parfois il faut admettre que c'est plutôt artistique. Mais c'est un autre résultat qui va nous intéresser. À chacune de ces orbitales est associé un niveau d'énergie unique, c'est-à-dire que les électrons ne peuvent exister qu'à certaines valeurs discrètes de niveau d'énergie. Il leur est impossible d'avoir une énergie intermédiaire, ça n'existe tout simplement pas. Et heureusement, sinon les atomes s'effondreraient sur eux-mêmes. On dit que l'énergie des électrons est quantifiée. Pourquoi conserve-t-on le modèle de Bohr s'il est faux ? Eh bien, déjà il est simple à dessiner, et il représente d'une certaine manière ces niveaux d'énergie. Le modèle de Bohr doit être considéré non pas comme une cartographie de la position des électrons, mais comme une représentation des couches électroniques de l'atome. On les numérote en partant de celles représentées au plus proche du noyau. Chaque couche contient un certain nombre de sous-couches, chacune correspondant à un des niveaux d'énergie donnés par l'équation de Schrödinger, qui sont ici représentées sur le schéma de droite. Chacune de ces sous-couches est identifiée par une lettre qui donne le nombre de paires d'électrons qu'elle peut accueillir. Et comme une paire d'électrons occupe une orbitale, ces lettres donnent aussi le nombre d'orbitales que compte chaque sous-couche. Pour reprendre plus clairement ce qu'on vient de voir, les couches électroniques d'un atome qu'on représente avec le modèle de Bohr contiennent des sous-couches auxquelles correspondent des niveaux d'énergie. Chacune de ces sous-couches peut contenir un certain nombre de paires d'électrons qui occupent chacune une orbitale. Chaque orbitale est associée à ce qu'on appelle un état, qui est une notion qui nous servira par la suite. Voici la représentation d'un atome de fer suivant le modèle de Schrödinger, avec une vue en coupe des orbitales. Avec tout ça, on est quand même bien loin du simple système solaire miniature. Les électrons d'un atome vont occuper ces niveaux d'énergie en partant de la plus faible valeur. La dernière couche à être remplie est appelée couche externe ou couche périphérique. Pour l'atome de chlore qui nous sert ici d'exemple, c'est sa troisième couche. Souvent incomplète sauf pour les éléments de la dernière colonne de la classification périodique, c'est elle qui est responsable des interactions entre les atomes. La formation des liaisons permet de compléter leur couche. Tout ça c'est bien, mais depuis le début on ne parle que d'un atome, seul et isolé.
Mais que se passe-t-il dans un morceau de matière contenant des milliards et des milliards d'atomes? Avant d'en voir des milliards, partons sur deux atomes voisins et identiques, ici des atomes de silicium. Quels vont être les niveaux d'énergie de ce nouveau système contenant 2 fois plus d'électrons? Naïvement, on pourrait supposer que les niveaux d'énergie ne changent pas, mais que chacun accueille 2 fois plus d'électrons. Mais faire ça, c'est violer un principe fondamental de la physique quantique, le principe d'exclusion de Pauli, qui dit qu'il est impossible d'avoir localement plusieurs paires d'électrons dans le même état. Pour respecter ce principe, au lieu d'avoir le même nombre de niveaux remplis avec plus d'électrons, là où on en avait un, il y a maintenant 2 niveaux très proches, situés juste au-dessus et juste en dessous du niveau correspondant dans le cas de l'atome isolé. En augmentant le nombre d'atomes voisins, on augmente le nombre de niveaux, si bien qu'on se retrouve au final pour un matériau macroscopique avec des bandes d'énergie autorisées qui semblent continues, entre lesquelles se trouvent des bandes d'énergie interdites qu'on appelle plus simplement des bandes interdites. Vous vous en doutez, ce sont ces bandes qui donnent son nom à la théorie des bandes. Les bandes qui vont nous intéresser sont celles associées à la couche externe des atomes, c'est-à-dire celles de plus haute énergie. Elles se présentent de diverses façons selon le matériau étudié. Ce qui va expliquer les propriétés des matériaux, ce sont la répartition des bandes, leur remplissage par les électrons et la hauteur des bandes interdites. Mais tout ça, on en parlera dans le prochain épisode, qui portera sur les propriétés électriques. Cette présentation très simplifiée de la théorie des bandes étant terminée, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine.